Bonsoir et bienvenue pour cette demi-heure d'information. Voici les titres. La Côte d'Ivoire et le Koweït entretiennent 25 ans de relations diplomatiques. Plusieurs accords ont été signés entre ces deux pays. Cette coopération devrait se renforcer avec la visite officielle du président Alassane Ouattara au Koweït. La première mine de bauxite de Côte d'Ivoire sera bientôt fonctionnelle. Les travaux ont été lancés par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. C'est à Bénéné, près de Bongouanou. Les réserves estimées à près de 35 millions de francs CFA dans un premier temps vont générer plus de 200 emplois. 3 jours après les frappes françaises en Syrie, le Premier ministre Édouard Philippe a expliqué aujourd'hui les motifs de cette intervention militaire devant le Parlement. Merci de suivre cette édition. Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Syrie datent de 1993, 25 années de coopération qui devraient se renforcer avec la visite officielle du président Alassane Ouattara au Koweït. Déjà, plusieurs accords ont été signés entre les deux pays. On en parle plus amplement avec notre envoyé spécial au Koweït, Habiba Dambélé-Saoui. La Côte d'Ivoire et le Koweït entretiennent des relations diplomatiques depuis 1993. Les deux pays coopèrent également au sein de l'Organisation de la coopération islamique et de la Banque islamique de développement. Les échanges commerciaux globaux entre la Côte d'Ivoire et le Koweït sont faibles et se caractérisent par la prépondérance des importations ivoiriennes. Ainsi, de 2012 à 2017, la balance commerciale est déficitaire pour la Côte d'Ivoire. Les exportations ivoiriennes à destination du Koweït sont essentiellement constituées des produits de l'industrie du bois et du caoutchouc. Et les importations ivoiriennes en provenance du Koweït sont essentiellement constituées de matières plastiques et d'ouvrages en fer, en fonte et en acier. Le cadre juridique de la coopération entre les deux États est constitué des différents accords sectoriels signés pour le financement de projets spécifiques à travers le Fonds koweïtien. L'année 1999 a vu la signature du premier accord de financement en faveur des projets agricoles. Plusieurs autres accords sont intervenus en 2010, 2013, 2014 et 2015 pour les secteurs des infrastructures routières et de l'hydraulique. On peut citer pêle-mêle le projet de la vallée du Nzi d'une valeur de 5 milliards de francs, le financement partiel de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro à raison de 5 milliards de francs et le financement de la route Bouna-Doropo-Burkina Faso d'un montant de 10 milliards de nos francs. Le niveau de la coopération économique est en deçà des potentialités, d'où la nécessité d'examiner de nouveaux accords, de renforcer la coopération entre les deux États, d'encourager la prise de participation du Fonds souverain koweïtien dans le financement des projets de développement en Côte d'Ivoire. Et la visite officielle du président Alassane Ouattara arrive à point nommé pour intensifier les relations entre la Côte d'Ivoire et le Koweït, pays influent dans la région du Golfe, dont le système politique, à la fois monarchique et parlementaire, est l'un des plus démocratiques. Pays rentier dont les réserves en hydrocarbures constituent les 5e réserves au monde et représentent pour plus de 60% de son produit intérieur brut. Pour rappel, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Koweït sont faibles et se caractérisent par les importations ivoiriennes. Ainsi, de 2012 à 2017, la balance commerciale est déficitaire pour la Côte d'Ivoire. Elle est passée de 3 milliards 977 millions à 2 milliards 264 millions de francs CFA. Les exportations ivoiriennes à destination du Koweït sont essentiellement constituées de produits de l'industrie du bois et du caoutchouc. Le Koweït regorge d'importantes ressources pétrolières, ce qui fait de ce petit pays du Golfe Persique une destination prisée par les candidats à l'immigration. Qui sont ces personnes qui vivent sur le territoire du Koweït? Dans quel domaine d'activité les retrouve-t-on? Quelles sont les difficultés auxquelles elles font face? Michel Digré nous donne des réponses. Le Koweït, petit État de 17 818 km² dans le Moyen-Orient. La production pétrolière s'élève à 2,87 millions de barils par jour, le PIB par habitant dépassant les 13 millions de francs CFA. Le pays fait rêver et attire les candidats à l'immigration. Sur les 4,2 millions d'habitants, environ 3 millions sont des étrangers, parmi eux un peu plus de 500 Ivoiriens. Djibril réside au Koweït depuis une dizaine d'années. Après plusieurs séjours passés dans ce pays,
Il décide de s'y installer en 2008. Il travaille dans le domaine de la maintenance électronique. Il faut dire que j'avais été logé une fois dans un hôtel où ils avaient un problème technique. Donc j'étais là et comme il n'y avait pas de technicien pour régler le problème, c'était dans la chambre où j'étais. Et moi j'ai réglé le problème. Donc après ça, bon, ça a surpris le gérant. Et je lui ai dit non, je suis technicien, que c'est mon domaine d'activité. Et c'est comme ça finalement on a pris contact, quoi. L'entreprise emploie environ 750 agents, tous des étrangers, qui essaient d'attirer au Koweït leurs compatriotes restés au pays. Quand on sait qu'il y a un poste qui est vacant, bien quand il y a une demande, on essaie d'expliquer au pays, par exemple. Si on a quelqu'un sur la place qui peut faire le boulot, il vient et puis le fait. Plusieurs Ivoiriens ont immigré au Koweït par ce système d'entraide. Au quartier Gabriela, nous rencontrons Rachel. Bonjour, c'est le salon de coiffure pour femmes. Les femmes koweïtiennes aiment beaucoup se rendre belles, mettre vernis, elles mettent même les extensions, les perruques et des tissages aussi. En tout cas, elles font tout comme l'Afrique. Arrivée au Koweït en 2013 comme fille de ménage, c'est finalement dans la coiffure qu'elle s'est reconvertie. Quand tu viens en tant qu'une coiffeuse, c'est très bien, je ne peux pas le mentir, c'est très bien. Puis ça paye très bien aussi. Nous retrouvons Djibril à sa descente du boulot. Pour rentrer ce soir à la maison, il sollicite les services de Harouna, ivoirien, chauffeur au Koweït. Je suis arrivé ici par des réseaux, des gens qui traitent avec nos frères, nos sœurs en Afrique. Je travaille. Bon, par la grâce du bon Dieu, ça va, il ne me plaint pas. Toutefois, cette insertion ne s'est pas faite sans douleur. Ici, avant de venir, nos frères ou ceux qui traitent avec des Arabes qui sont au pays ne disent pas la vérité aux gens. Tu vois. Moi, comme ça, ils m'ont dit qu'ils seraient venus ici, ils vont me payer à moins 250 dinars. Moi, j'ai payé beaucoup Vénitiens. Ils vont me payer à 250 dinars. Mais arrivé ici, j'ai vu que c'est le contraire. Harouna n'est pas le seul à avoir été roulé dans la farine par des entremetteurs. Pour preuve, Djibril héberge chez lui des Ivoiriennes en situation de difficulté. Malheureusement, bon, elles n'ont pas pu bien s'entendre avec leurs différents patrons. Et puis, par personne interposée, d'autres ont eu mon contact. Elles m'ont appelé parce qu'arrivé à un moment, certaines se sont retrouvées dans la rue. Il fallait quand même trouver un abri quelque part. Elles m'ont appelé. Et puis, bon, j'essaie de les récupérer, j'essaie de les aider. C'est une femme qui m'a contacté. Elle m'a dit, si tu viens, ils vont te payer à 250 000 francs. Donc, moi aussi, j'ai pris courage. Je suis venue ici. J'ai vu que ce n'était pas la vérité. On me payait à 170 dinars, ça ne vaut même pas 150 000. Je ne sais pas pour les autres, mais vraiment, je ne me sens pas en l'aise ici. Vraiment, je ne me sens pas en l'aise. Désillusion, découragement, ce sont les mêmes sentiments qui animent Adama, ancien étudiant en communication politique à l'université de Cocody et passionné de football. J'ai pris mon vol au Mali et on est rentré ici aux environs de 3 h du matin. Le monsieur qui est venu nous chercher nous a dit qu'on doit travailler dans un jardin. Moi j'ai dit quoi? Il dit oui. Qu'est-ce qu'on t'a dit au pays? J'ai dit que moi je suis venu pour le football. Mais voici ce qu'on m'a dit. Je suis rentré dans les détails pour expliquer. Et ils m'ont dit, c'est pas comme ça, c'est pas la réalité. Après plus d'une année passée dans les champs, Adama ne souhaite qu'une seule chose. C'est pas un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Je dois être dans mon pays, servir mon pays à partir de ce que j'ai appris. En face de Adama, Larissa, nounou dans une famille koweïtienne. Après des débuts difficiles, elle s'adapte progressivement. Quand tu viens d'un pays, ton début est très difficile. Et puis ton début, c'est un sacrifice. Au fur et à mesure que tu fais les 2 mois, les 3 mois, les 4 mois, tu commences à t'habituer et puis mais ça passe. Larissa entend vivre son rêve koweïtien jusqu'au bout. Si je m'occupe bien des enfants, je vais m'attendre avec cette famille. Donc j'ai pris les enfants comme mes enfants. Je les aime. Même quand souvent même mon jour de repos, quand je viens à la maison, les enfants pleurent. Je m'en sors bien et puis ça passe. Sinon pour le moment là, je ne suis pas prête pour rentrer au pays parce que je n'ai pas encore, mon compte n'est pas encore rempli. À quelques encablures de là, nous retrouvons un footballeur professionnel ivoirien
Djouma Saïd. Lui a une intégration plus que réussie. Fer de lance du club Al Koweït, ce soir il joue contre l'équipe Kadissia où évolue un autre Ivoirien. Lassina Diaby, c'est un pote, voilà, on a fait l'expérience de Tunis ensemble. Donc, maintenant, juste ce soir. C'est comment, tu es prêt? Non, je suis pas prêt. Hein? Ouais, ça allait vite. Hein? C'est la deuxième année de Djouma Saïd dans ce club, mais déjà 5 trophées à son actif. Dans les tribunes, Djouma peut bénéficier du soutien de ses compatriotes. Sur la pelouse, le joueur fait feu de tout bois pour pousser son équipe à la victoire. Des efforts récompensés à la dernière minute. On était déjà champion, mais voilà, quand c'est un derby quand ça se joue, il faut gagner. Donc voilà, on a gagné, c'est le plus important. Ouais, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. La Côte d'Ivoire qui gagne au Koweït avec pour chacun des fortunes diverses, entre joie et peine. Dans tous les cas, le pays continue de faire rêver plus d'eux. Ici en Côte d'Ivoire, le vice-président Daniel Kablon-Duncan a procédé au lancement des travaux de la première mine de bauxite du pays. Elle est située dans le village de Bénéné, près de Bongouanou. Les réserves sont estimées à près de 35 millions de tonnes de bauxite. Cette nouvelle mine va générer 243 emplois dans sa première phase. Mama Traoré. Pour le village de Bénéné, situé à 223 km d'Abidjan, l'espoir de développement est nourri par ce coup de pioche. Celui qui lance les travaux du projet Liseta, nom de la première mine de bauxite en Côte d'Ivoire. Les réserves de minerais découvertes dans cette forêt de Bénéné, département de Bongouanou, sont estimées à environ 35 millions de tonnes de bauxite brut pour la fabrication de l'aluminium. Le gisement sera mis en valeur par l'entreprise Lagune Exploitation Bongouanou pour une durée de 20 ans. Ce projet va générer 743 emplois directs et 2500 emplois indirects au cours des 2 premières phases de l'évolution du projet. En termes de ressources financières, pour le développement régional du Moronou, seulement pour la première phase, il est prévu 9 milliards de francs qui seront engagés tout juste pour la communauté du Moronou. Immédiatement exploitable, la mine de Bénéné prévoit de produire 750 000 tonnes de bauxite brut par an. Elle se développera en 3 phases pour un investissement global de 218 milliards de francs CFA. Pour le ministre des Mines et de l'Industrie, le projet Liseta symbolise la vitalité du secteur minier ivoirien. Le secteur minier a enregistré à fin 2017 164 permis de recherche minière et 14 permis d'exploitation minière industrielle en cours de validité. Ces permis concernent toutes les substances minérales avec une dominance pour l'or. Le vice-président Daniel Kablon-Duncan rassure les populations de Bénéné. Le gouvernement fera tout pour la réussite du projet Liseta. L'étude d'impact environnemental et social validée par le ministère chargé de l'environnement prend en compte les légitimes préoccupations des populations relatives à un cadre de vie sain. Il est fait obligation à la compagnie exploitation de respecter scrupuleusement les prescriptions environnementales et de préserver la qualité de l'air, des eaux, des sols et de la flore. Le gouvernement se tient donc à vos côtés et veillera au strict respect de ces obligations qui sont le préalable au bien-être de nos concitoyens. Je souhaite vivement que la mine de bauxite de Bénéné procure à ces généreuses régions du Moronou et à ces braves populations le bien-être et le bonheur espérés par toutes et par tous. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 11 mines en exploitation, dont 6 pour l'or, 4 pour le manganèse et 1 pour le nickel. Voici à présent les réactions des uns et des autres après le lancement par le vice-président ivoirien des travaux de la première mine de bauxite de Côte d'Ivoire dans le village de Bénéné. Une cité des cadres, cité des ouvriers, une ville nouvelle, créer totalement une ville nouvelle dans le Moronou. C'est extraordinaire. C'est vraiment la renaissance du Moronou, un grand espoir et nous souhaitons que tout cela puisse se réaliser. La boucle du cacao, c'était le Moronou à l'époque. Et si ce projet peut permettre aux parents et aux enfants, aux jeunes,
à la jeune génération de s'oublier un peu. Ce n'est que la bienvenue, je remercie le Seigneur. C'est un projet qui arrive à point nommé et qui va nous permettre d'améliorer la situation économique de la région et de sortir les jeunes du chômage et de lutter efficacement contre la pauvreté dans le Moronou. En défense, 298 stagiaires de première année de la promotion 2017-2019 de l'école de gendarmerie nationale ont été présentés au drapeau. Parmi eux figurent 15 femmes. Cette présentation marque la fin de leur formation commune de base. Abou Sanogo. Depuis leur arrivée au sein de l'école de gendarmerie d'Abidjan, ces jeunes stagiaires n'avaient pris part à aucune activité officielle, encore moins à une cérémonie aux couleurs. Aujourd'hui jugés aptes par leur maître, et ils vont désormais pouvoir se montrer au grand jour. Cette cérémonie représente une étape importante dans la carrière de ces 298 stagiaires, dont 15 stagiaires féminins, sous-officiers de première année de la promotion 2017-2019, dans la mesure où elles consacrent leur entrée effective dans la grande famille de la gendarmerie nationale. Leur présentation au drapeau marque la fin de leur formation commune de base, FCB, phase d'initiation pendant laquelle leur sont inculquées les notions élémentaires de la vie militaire que sont le savoir-être et le savoir-faire, qui fondent la spécificité du métier des armes. Ils ont été invités à la loyauté et à la défense du drapeau national par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, qui leur a rappelé leur devoir de probité et de rigueur professionnelle. Élèves sous-officiers de première année, vous faites désormais partie de ceux qui ont la lourde tâche d'honorer et de défendre le drapeau national en tout temps, en tout lieu, contre toute forme d'agression, et ce jusqu'au sacrifice suprême. Ne le perdez jamais de vue. Une étape de votre formation vient de s'achever. Une autre aussi importante qu'exaltante va s'ouvrir, celle de la consolidation des premières connaissances et du véritable apprentissage du métier de gendarme. Vous devez faire preuve de ténacité et de constance. Désormais jugés aptes à intégrer les rangs de l'armée, ces nouveaux militaires ont exécuté leur premier défilé. Le corps préfectoral a décidé de fermer demain durant toute la matinée le marché de gros de Boaké, le temps pour lui d'échanger avec les opérateurs économiques en vue de trouver une solution définitive au climat d'insécurité qui y prévaut. Le marché de gros de Boaké a été en 3 mois le théâtre de 3 braquages, au cours desquels 84 millions de francs CFA ont été emportés. Kader Sogodougou. En l'espace de 2 mois, 3 braquages. Le préjudice est énorme. Il faut compter 84 millions de francs CFA. Face à cette insécurité galopante, le corps préfectoral monte au créneau à Boaké. Un dialogue doit être mené avec les opérateurs économiques. À cet effet, le marché de gros de Boaké sera fermé le 17 avril 2018 pour faciliter les échanges. 84 millions emportés par des bandits, nous disons trop c'est trop. Donc il faut que demain chacun soit là pour écouter le message, les dispositions que nous allons prendre pour éviter qu'il y ait de nouveaux braquages à Boaké. Aujourd'hui, nous observons sur le territoire national, au niveau de la sécurité, que tout va, le pays se porte bien. Et ça a Boaké, chaque fois, on entend des braquages. Alors nous avons pris, avec les forces de défense et de sécurité, nous avons mis un dispositif en place que nous allons communiquer aux opérateurs économiques demain. En cette période de l'année, le marché de gros est sujet à de nombreux échanges liés au commerce de l'anacade. Et l'argent circule, d'où l'accord des opérateurs économiques pour la fermeture du marché. Nous sommes d'accord pour la fermeture du marché, pour trouver une solution au problème. Ce n'est pas un problème qui concerne le marché de gros seul, c'est pour la ville de Boaké et la région. Comme ils le disent, l'insécurité. Ce n'est pas pour Boaké seul, nous soutenons sa décision. Le mode opératoire des gangsters est connu. 2 individus à moto armés d'une Kalachnikov qui ouvrent le feu avant de déposséder leurs victimes, qui, à chaque fois, reviennent de la banque. On met le cap sur le village de Douala, dans la sous-préfecture de Séguéla, où 7 membres d'une famille ont trouvé la mort après avoir mangé de la semoule de maïs, communément appelée kabato. Le sous-préfet de Douala est allé exprimer la compassion du gouvernement à la famille éplorée. Quelle est la véritable cause de ces décès? Des éléments de réponse avec notre correspondant Ngana Konaté.
Le drame a jeté la consternation au sein des populations du village de Nadala, dans la sous-préfecture de Douala, département de Séguéla. Une famille burkinabé a perdu 7 de ses membres. Ils sont décédés suite à une intoxication alimentaire. Bakayoko Massé est le tuteur de la famille qui a vécu le drame. Le jour où le drame s'est passé, le petit frère même qui est tombé le premier est venu me voir et m'a salué. Maintenant, quand moi je suis parti à la maison, avec le collègue qu'il était, est venu me voir à la maison. Il dit, il faut aller chez tes étrangers. Vraiment, ça va pas, c'est le jeune frère. Je suis parti, il crache, le crachat blanc et puis il fait des vomissements. Bon, on l'a pris maintenant pour aller à l'hôpital à Douala. Maintenant, il est parti prendre ma moto pour le suivre. Et ce jeune frère allait me voir encore pour dire que sa fille est tombée. Je suis venu encore, c'est les mêmes choses qui se répètent. Donc, je vais prendre ma moto encore, les femmes, ainsi de suite, et tous sont passés par Douala. Et de Douala maintenant, le docteur a dit de les avoir à Séguéla. C'est de Séguéla maintenant où tous ces morts-là se sont produits. Jean-Ferdinand Dofou, sous-préfet de Douala, venu apporter la compassion et le réconfort du gouvernement, a expliqué la cause de l'intoxication alimentaire. C'est ici qu'habitait la famille Savadogo. Par inadvertance, ils ont utilisé les produits phytosanitaires et l'utilisation étant mal faite, ça s'est retrouvé dans les plats qu'ils ont consommés. Malheureusement, toute la famille est partie. Les cas d'intoxication alimentaire sont fréquents à l'intérieur du pays. Le sous-préfet de Douala, une équipe sanitaire ont sensibilisé la communauté villageoise à l'utilisation correcte des produits phytosanitaires. Dans l'actualité politique, après 2 numéros, le ministre Anne-Désiré Oloto explique le bien fondé des jeudis du RHDP. C'est une tribune qui fait la promotion des réalisations du gouvernement, un cadre d'expression que la secrétaire générale du RDR, chargée de la vulgarisation des actions du gouvernement, se félicite d'avoir initié. Moussa Konaté. Les jeudis du RHDP, une lucane pour mettre en lumière les actions du gouvernement. Lancée en mars dernier, cette tribune d'information et d'échange a reçu Souleymane Diarra-Souba, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, et Esmel Essis, le directeur général du CEPICI, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. L'initiatrice Anne-Désiré Oloto, la secrétaire générale déléguée du RDR, chargée de la vulgarisation des actions du gouvernement, se félicite de ce cadre d'expression dédié aux personnalités politiques et administratives. Nous avons pensé qu'il était bon d'offrir aux décideurs et dirigeants membres des partis du RHDP une tribune qui serait la leur pour informer et promouvoir les actions du gouvernement. Lorsque vous regardez aujourd'hui toutes les entités administratives de la Côte d'Ivoire, vous avez des cadres à la tâche. Et ces derniers devraient pouvoir se rendre disponibles pour animer justement cette tribune afin d'expliquer aux Ivoiriens, mais également d'écouter les préoccupations des Ivoiriens. Les jeudis du RHDP sont prévus se tenir tous les derniers jeudis du mois. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est aussi attendu à cette tribune pour se prononcer sur le thème « Gouvernance RHDP, 7 ans après, où en sommes-nous » Les secrétaires généraux de section du PDCI du Gontougo saluent la rencontre entre les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Au cours d'une rencontre, ils ont appelé les militants de cette région à soutenir ces hautes autorités dans leurs efforts pour rétablir la cohésion et la paix. Franck Ouadiou. Marquons notre adhésion totale au communiqué final de ce tête-à-tête entre le président Alassane Ouattara et son aîné, le président Henri Konan Bédié. Une motion de soutien des secrétaires généraux de section du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI du Gontougo au président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, figure de proue du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, qui ont le 10 avril dernier réaffirmé à travers une rencontre le désir d'entrevoir ensemble les prochaines batailles pour le développement de la Côte d'Ivoire, mettant ainsi fin à toute incompréhension et débat interne au sein des familles du PDCI et du RDR, Rassemblement des Républicains. Dans la salle de la permanence du PDCI de Bondoukou,
Échange dans un cadre restreint uniquement entre secrétaires de section, mais aussi leaders de jeunesse et associations de femmes, tous venus des délégations régionales de Bondoukou, de Tanda, de Kounfao et de Transua à Suefri. Une rencontre surtout pour mettre ces derniers en mission. Aujourd'hui, chaque secrétaire général de section doit aller sur le terrain et dire à nos parents que le PDCI est uni. Et le PDCI, grâce au président Henri Konan Bédié et à ses fils, et surtout, sans oublier le ministre Kobena Kwasi Adjumani, qui est notre leader, notre seul leader de la région. Vous savez, en matière de divergence, ça laisse des séquelles. Mais si déjà les deux présidents ont parlé le même langage, nous, en tant que secrétaire de section, nous ne serons que vraiment soulagés. Et c'est là qui fait l'esprit de force du parti. Mais pour mieux consolider la paix au sein du parti dans la région, un appel à la cohésion entre forces vives, mais surtout un soutien à Kobena Kwasi Adjumani, porte-parole du PDCI, mais aussi du RHDP pour ses efforts en faveur de la paix dans la région. Nous sommes arrivés au niveau de la région déjà un peu divisés, mais par la grâce de Dieu, les uns et les autres cadres ont bien compris. Ils sont en train de s'unir autour du ministre Adjumani. C'est en cela que je dis merci à l'honorable Yeboah Sévérin qui n'a aménagé aucun effort de revenir aux côtés de son frère pour tenir le combat. Nous sommes fortes. Nous voulons que le PDCI aille de l'avant, non pas derrière. L'union entre militants dans le Gontougo à partir de Bondoukou, un appel à relayer partout selon les participants. La 11e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumombo, se tiendra du 17 au 22 avril prochain à l'INGS à Makori. Pour sa réussite, la Fondation Magic System a signé un partenariat avec le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui va apporter un appui institutionnel et technique dans l'organisation du FEMUA. Thème choisi cette année pour ce festival, jeunesse africaine et immigration clandestine. L'actualité en bref sur le continent, première escale le Mali, où une attaque terroriste a été perpétrée contre les camps de la MINUSMA et de la force française Barkhane. Bilan, au moins un casque bleu burkinabé, une quinzaine d'assaillants tués et 7 soldats français blessés. Alexis Ouedraogo. Des attaques ont été lancées en fin de semaine contre un complexe de la mission de l'ONU et une base de l'armée française à Tombouctou. Des tirs de roquettes, des assaillants déguisés en casque bleu, montés à bord de véhicules piégés, des échanges de coups de feu. Les camps de la mission onusienne MINUSMA et de la force française Barkhane à Tombouctou étaient la cible samedi de cette attaque qui a fait au moins un mort et une vingtaine de blessés. Le procès d'un pasteur américain accusé d'activités terroristes et dont la détention en Turquie depuis 1 an et demi alimente les tensions entre Ankara et Washington s'ouvre ce lundi dans l'ouest de la Turquie. Andrew Brunson, qui dirigeait avec son épouse une église protestante à Izmir dans l'ouest, a été arrêté par les autorités turques en octobre 2016 et maintenu en détention. Il est accusé d'avoir agi pour le compte du réseau du prédicateur Fethullah Gülen, à qui Ankara impute le putsch manqué de juillet 2016. Les débats sans vote au Parlement lundi ont confirmé les divisions politiques sur l'intervention française en Syrie. Devant un hémicycle clairsemé particulièrement à droite, Édouard Philippe a repris l'argumentation utilisée dimanche par Emmanuel Macron, qui a longuement justifié sa décision de frapper des sites de production d'armes chimiques du régime Bachar al-Assad. Le chef de file des députés LR, Christian Jacob, a regretté que l'on ne travaille pas à une solution partagée avec la Russie, sans laquelle rien ne se ferait en Syrie. Fin de ce 23h. Merci de votre aimable attention. Excellente fin de soirée. Je vous retrouve demain.